bonsoir à tous. On va vous présenter donc ce petit travail qui a été réalisé à 4 mains, les miennes et celles de l'incommensurable Charles. Et donc ce travail va porter sur, la chanson militante pacifiste pendant les années 1980. Alors, pourquoi est-ce qu'on a décidé, de parler de ce sujet-là? Eh bien, déjà, parce que j'aime l'histoire politique. On a des goûts, différents, mais qui se sont rejoints sur ce travail-là. Un goût, partagé pour, l'histoire politique, la guerre froide. Charles, si tu as des raisons qui te sont propres, je te Heu, laisse les avancer. oui, plus général, hein, donc la guerre froide, c'est une période principale, de l'histoire, de l'histoire du XXe siècle, hein, qui est très pertinente à étudier, si on veut s'intéresser au monde actuel. Mmh. Donc elle est très intéressante et très enrichissante pour, du coup, le comprendre. Donc voilà, on a ainsi, avec Malo, organisé cette conférence, sur les années 80 sous une approche plus artistique comme le soulignait Malo. Donc le titre, Chanter contre l'apocalypse, la chanson militante pacifiste dans les années 1980. Nous allons tenter de répondre à une question posée à partir de la problématique suivante, que vous voyez aussi à l'écran. Comment ces chansons témoignent d'un décalage entre les décisions politiques internationales et les attentes des populations au cours de la crise des euromissiles dans le bloc de l'Ouest? Pour ce faire, nous allons répondre à ces problématiques en 3 axes que vous voyez sur la diapositive suivante. Hop. Donc normalement, voilà. Hem, heu, Nous allons tout d'abord vous présenter qui sont les chanteurs, leurs origines ainsi que des explications concernant cette dernière. Puis nous verrons comment les chansons permettent d'exprimer la volonté de rejeter la guerre. Et en dernière partie, nous vous présenterons le succès ainsi que les titres obtenus par les chanteurs après la publication de leur musique. Donc durant cette conférence, nous allons traiter de 3 chansons par 3 chanteurs différents que vous avez peut-être entendu si vous avez cliqué sur les 3 liens. Sinon c'est toujours le moment de le faire, hein, n'hésitez pas. Donc ce sont Sting avec la chanson Russians, Nena avec la chanson allemande 99 Luftballons et Fischer Z avec Cruise Missiles. Donc, voilà, ici les artistes, vous les voyez sur des photos, qui, sont plus, récentes, que la période qu'on va traiter. Et donc, déjà, comment est-ce qu'on peut définir ces artistes? Je dirais que c'est des artistes occidentaux et des gens, «communs» entre guillemets, autrement dit que ce sont des gens qui n'ont pas de statut particulier, en tout cas ils ne mettent pas en avant de statut particulier dans leurs chansons. Alors comment ça s'exprime? J'y viens tout de suite. Alors, d'une part, des citoyens du bloc de l'Ouest, pardon, des citoyens occidentaux. On peut commencer par, la traduction du texte de Nena, qui évoque, des voisins, donc qui, sont, des ennemis, et Sting et Fischer Z précisent dans leur propre musique que ce sont les Russes. Donc les Russes évidemment ça fait référence, à ce contexte bien connu de la guerre froide, donc qui est un conflit idéologique qui se déroule entre 1947 et 1991, entre un bloc capitaliste, qui se dit capitaliste, représenté par les États-Unis et leurs alliés, un bloc communiste représenté par l'Union soviétique et ses pays satellites, et un troisième bloc qu'on oublie très souvent, enfin qui n'est pas vraiment un bloc, qui est les pays non alignés, qui refusent, l'orientation, sur un bloc ou sur l'autre. Donc la particularité de la guerre froide, je fais que des rappels là, c'est qu'il n'y a pas de rencontre militaire directe entre les 2 puissances, c'est d'où son nom de guerre froide. Mais il y a de nombreuses crises diplomatiques, comme la crise des missiles de Cuba dans les années 1960 ou la crise des euromissiles dans les années 1980 qui nous occupe ici. Donc
on voit dans ces chansons que l'importance et l'accent est mis sur la séparation entre les deux mondes, et c'est l'idée de la guerre froide en fait. Par exemple, l'idée d'écrire la fameuse chanson de Nena lui est venue en imaginant que lors d'un concert à Berlin-Ouest, les habitants de Berlin-Est prendraient des ballons de baudruche qui seraient lâchés lors du concert pour des ovnis, et que ça pourrait déclencher une guerre nucléaire. Du coup, c'est en partant de cette idée qui était un petit peu une blague en fait, que on en est venu à enfin que l'idée est née de construire cette, enfin de créer cette chanson. Du coup, importance des limites, importance de la séparation entre les mondes, et voyez par exemple que ce sont donc importance zut, de la nature de l'origine géographique pardon, de ces citoyens, c'est qu'ils viennent du bloc de l'Ouest, et c'est parce que, et bien pourtant on a cherché, Charles et moi, des chansons qui pourraient être similaires dans le bloc de l'Est, c'est-à-dire des chansons qui pourraient manifester une volonté d'éviter la troisième guerre mondiale, serait une guerre nucléaire. Mais pour des raisons que je vais vous décrire, on n'en a pas trouvé. Et ben en fait, dans le bloc de l'Est, qui est plutôt dirigé par des régimes autoritaires, eh bien, la liberté d'expression est extrêmement restreinte, et également l'accès à l'information. Autrement dit, lorsque la menace de guerre nucléaire est la plus proche, bien déjà beaucoup de citoyens du bloc de l'Est n'en sont pas conscients, et ceux qui en sont conscients n'ont pas la possibilité d'exprimer leur rejet de la politique soviétique. Il faut savoir également qu'en décembre 1981, par exemple, la Pologne est placée sous loi martiale, ce qui veut dire que l'armée prend le pouvoir et occupe toutes les formes de gouvernement. Et la chanson militante polonaise qui existe à cette époque, elle s'oriente plutôt vers la critique du régime communiste, donc pas vraiment sur la politique internationale ou la crainte d'une troisième guerre mondiale. Voilà pourquoi c'est un problème qui occupe plutôt le bloc de l'Ouest. Alors, ce qui est intéressant de remarquer aussi, je prends pour exemple la chanson de Sting, c'est que, eh bien Sting prétend dans sa euh, dans sa phrase, donc je sais plus exactement comment tu l'as traduite, Charles, mais donc indifféremment de notre idéologie, on partage la même biologie. Eh bien c'est l'idée que la séparation entre ces deux mondes n'est pas si grave, et peut-être même qu'elle est superficielle, parce que Sting émet l'hypothèse que les deux blocs sont peuplés d'humains qui aiment leurs enfants, euh, et que c'est avant tout ça qui est le plus important. C'est-à-dire que ce qui peut désamorcer la possibilité d'une guerre, c'est le fait que les habitants des deux blocs se rendent compte qu'ils ont plus de points communs que de différences. Et c'est quelque chose du coup d'assez qui va à contre-courant du coup de cette construction de deux mondes fondamentalement opposés entre l'Est et l'Ouest pendant la guerre froide. Donc justement, ces citoyens ordinaires, je vais les présenter. Sting, donc son vrai nom, c'est Gordon Summer. Il est né en 1951 à Wallsend, en Angleterre, et il est d'abord connu comme bassiste du groupe de rock The Police, qui, a, qui connaît un franc succès, ce groupe, très bon groupe, The Police. Et il sort son premier album solo en 1985, donc album sur lequel on trouve la chanson Russians. Mais même s'il parle ici de politique internationale et de guerre froide, ce n'est pas vraiment le message principal de l'album, vu qu'on retrouve également sur cet album d'autres thèmes qui lui tiennent à cœur, comme la grève des mineurs anglais, enfin un soutien à la grève des mineurs anglais dans We Work the Black Seam,
ou l'usage de la drogue dans la jeunesse dans Children's Crusade. C'est un chanteur engagé, et ça dès les années 1970. Son parcours est jalonné d'engagement politique, ce qui explique aussi son engagement, sa critique du monde bipolaire dans Russians. Et à côté de ça, du coup, il est le père d'un petit garçon, et c'est avant tout comme ça qu'il se présente dans cette chanson. Il ne met pas en avant ni son statut de chanteur, ni de personnage important qui pourrait avoir un quelconque poids politique. Avant tout, il se présente comme un père. Voilà. Et c'est peut-être ça qu'il veut qu'on retienne de lui principalement. Alors, Fisher Z, c'est un groupe de rock britannique créé en 1976 par le chanteur John Watts, et qui connaît son premier succès avec un tube qui traitait déjà de la guerre froide et qui s'appelle Remember Russia. Cruise Missiles se trouve sur le 3e album qui s'appelle Red Skies Over Paradise et qui est sorti en 1981. Et on voit que c'est un album qui fait décoller la carrière de Fisher Z, de ce groupe-là. Donc c'est ça montre l'intérêt que peut avoir le public pour ces thèmes-là. Voilà. Et ces thèmes de chansons rejoignent partiellement ou totalement les intérêts du grand public. Et Nena, quant à elle, donc elle est née en 1960 en Allemagne de l'Ouest, République fédérale d'Allemagne. Donc vous savez que l'Allemagne est divisée en plusieurs zones d'occupation qui deviennent des pays à partir de 1948-1949. Donc la République fédérale allemande à l'ouest et la République démocratique allemande à l'est. Et donc elle est née du coup à l'ouest, et elle a fait beaucoup de chansons en anglais. Elle a d'ailleurs traduit cette chanson dont on parle en anglais, mais c'est une chanson qui n'a pas... Enfin, la version anglaise n'a pas vraiment séduit autant que la version allemande. Voilà. Donc pour ces gens-là, des citoyens ordinaires, des citoyens du bloc de l'Ouest, et ça permettra de dire... Enfin, il faut garder ça en tête parce que leur message est conditionné par leur origine aussi. C'est-à-dire, c'est là-dessus que je veux insister, c'est que à l'Est, par exemple, les gens n'ont pas vraiment les mêmes préoccupations. En Pologne, par exemple. Même si un sujet sur la chanson militante contre le régime communiste en Pologne serait tout à fait intéressante. Et donc, je vais laisser Charles vous présenter le message qu'on peut trouver dans ces chansons. Donc alors oui, on va passer sur la deuxième partie, le deuxième axe, donc qui est plus dans l'analyse plus pure des chansons. Donc c'est Rejeter la guerre, qui est divisé donc en deux parties. Donc la première, c'est la dangerosité des dirigeants que nous allons voir maintenant. Donc sur les prochaines diapos, il y a plusieurs sous-parties. Hein. Donc ici c'est le rapport à l'enfance par exemple. Et j'ai essayé de vous mettre chaque vers que je vais citer tout simplement à l'écran. Donc si jamais j'en ai oublié un, vous pouvez retourner sur les diapositives d'avant normalement, où j'avais mis tous les vers de toutes les chansons. Voilà. Mais normalement ça devrait être bon. Donc, pour la dangerosité des dirigeants et le rapport à l'enfance. Premièrement, dans Russians, le rapport à l'enfance est surtout utilisé pour qualifier les dirigeants, ainsi que leurs actions ou leurs pouvoirs. Par exemple, le vers 8 est « How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy ?» Cela correspond à « Comment puis-je sauver mon petit garçon du jeu mortel d'Oppenheimer ?» Donc on parle ici de Julius Oppenheimer, né le 22 avril 1904, et mort 4 ans après avoir reçu la médaille Enrico Fermi par le président Kennedy en 1963. Donc ce prix est décerné par le US Department of Energy
et il est décerné aux personnes ayant permis le développement ainsi que l'amélioration de la gestion de l'énergie et des technologies. Oppenheimer est nommé directeur scientifique en octobre 1942 du projet Manhattan, visant à mettre en place la bombe A. Il fait donc partie des personnes à l'origine de la création des deux bombes ayant explosé à Hiroshima et Nagasaki, respectivement le 6 et 9 août 1945. Ici, le jouet mortel d'Oppenheimer correspond donc à la bombe atomique conçue en majorité par ce dernier. Le mot toy renforce l'ignorance de l'action qui serait de l'utiliser, comme un enfant qui jouerait avec ses jouets, sans prendre en compte les conséquences. On comprend une fois de plus que la cible de la population, les enfants, la génération suivante, serait touchée par cette bombe qui ne choisit pas ses victimes. On y voit aussi l'incapacité à agir de la population pour protéger leur famille, pour sauver des vies d'une action dite puérile. Nous sommes encore dans l'intimité de Sting et de sa protection paternelle inefficace face à la capacité destructrice de l'arme nucléaire. Oppenheimer est infantilisé par son jouet, ainsi que tous ceux qui l'utiliseraient comme le dirigeant américain ou soviétique. Ce serait donc un coma de jouets, et celui d'Oppenheimer serait imparable par les enfants mortels, hors jeu. Le monde serait donc une cour de récréation, où les enfants jouent pour les dirigeants sans prendre en compte les dégâts potentiels sur le terrain, car ils sont infantilisés. Toujours dans Visions, au vers 6 et 7, l'ignorance et la présence d'enfants dans les enjeux renforcent le côté infantile de la situation. It'd be such an ignorant thing to do, ce serait tellement une chose ignorante. If the Russians love their children too, si les Russes aiment aussi leurs enfants. Donc, faisant suite à la menace de Khrouchtchev, il la qualifie de chose ignorante si les Russes eux aussi aiment leurs enfants. On comprend ainsi qu'aux États-Unis, le peuple ne souhaite pas d'une troisième guerre mondiale, sous-entendu dans la chose ignorante, lors d'un potentiel basculement durant la crise des euromissiles, des années donc 80, que nous sommes en train d'étudier. Sting nous fait part d'un ressenti subjectif et personnel, such, et prend donc en compte la génération suivante, celle des années 1980, qui serait la plus touchée, et ce indirectement, par les actions ignorantes des dirigeants. On comprend aussi que cette guerre serait dévastatrice lorsqu'est visée la génération des enfants, qui pourraient y laisser la vie ou grandir dans un monde détruit. D'un point de vue de père, il a la trentaine lors de la diffusion de cette musique, née en 1951. On apprend qu'il a un fils dans le vers suivant, il représente la génération des parents. Enfin, ces affirmations enfantines sont prouvées par certains éléments d'époque. Il y a de moins en moins de rencontres diplomatiques entre les USA et l'URSS. La conférence de Belgrade de 1977 se solde par un échec, donc aucune décision n'est prise. Et suite à l'élection de Reagan en 1980, à la tête des États-Unis, il promet un programme d'armement nucléaire. Et enfin, les Jeux Olympiques de Moscou en 1980 n'accueillent pas les États-Unis, et inversement pour ceux de Los Angeles en 1984. Ensuite, dans 99 Luftballons de Nena, le rapport à l'enfance est aussi associé aux dirigeants. Au vers 19, les pilotes de chasse sont associés à leurs envies de se prendre pour Captain Kirk, un personnage de la série Star Trek, qui date donc des années d'enfance des chanteurs. Leur comportement est tel celui d'un enfant rêvant de devenir pilote en regardant la série, à l'exception que les pilotes sont des adultes et professionnels. Aussi, toute l'intrigue de la musique repose sur la réaction disproportionnée des dirigeants face à l'aperçu de ballons de baudruche qui ne sont de fait pas identifiés comme tels, notamment au vers 9 à 16. Cela affirme à nouveau le côté enfantin de la bataille, par exemple au vers 30, 31 et 32, où est précisé que toute la guerre fut causée seulement à cause de 99 ballons de baudruche. Chiffre rappelant l'infinité du nombre, par ailleurs, comme lors de la mention des 99 années de guerre et 99 pilotes de chasse. Nous y reviendrons par la suite. Maintenant, l'égocentrisme et la recherche de profit personnel de pouvoir par les dirigeants. Toujours. Dans Visions de Sting, les dirigeants sont aussi définis en recherche de profit personnel et de pouvoir par la victoire de la guerre, et donc du fait de surpasser l'ennemi. Ainsi, au vers 9 et 10, on a There is no monopoly on common sense on either side of the political fence. Il n'y a pas de monopole sur le bon sens de chaque côté de la barrière politique. La barrière politique représente la séparation matérialisée
des deux idéologies qui sont confrontées, donc capitalistes et communistes. Toute la guerre froide est remise en question. Tout l'enjeu de la course ayant pour but de surpasser l'ennemi est annulé pour expliquer qu'aucun des deux côtés ne possède le monopole du bon sens. Personne n'a raison. Cela explicite aussi la non-adhésion de Sting au point de vue américain présenté comme protecteur ou au point de vue présenté comme agressif soviétique. La guerre est donc inutile car le vainqueur serait autant dans le tort que le vaincu. Seule la paix peut l'emporter dans la situation. Ainsi, aucun des deux camps n'exerce la raison ou la solution magique, mais tous deux peuvent la mettre en place en coopérant. La volonté commune des dirigeants, mêmes ennemis, de surpasser l'autre sur la raison n'est autre que recherche de pouvoir et de domination, ainsi que de profit personnel par le butin de guerre. Reagan est aussi évoqué dans la musique de Sting au vers 18, où il promettrait une protection aux offensives soviétiques. Sting présente aussi une promesse offensive de Khrouchtchev au vers 4. Il est né le 15 avril 1894 et est mort le 11 septembre 1971. Donc Khrouchtchev est le secrétaire général du Parti communiste dès 1953, bien qu'il n'exerce réellement son pouvoir que 3 ans plus tard, car c'est une période de troubles et de déstalinisation. Il est chassé du pouvoir en 1964. Il est d'une nature abrupte et va rompre plusieurs relations avec l'Occident lors de l'arrêt des négociations, à la conférence de Paris par exemple. Ainsi, il s'adresse à l'Occident « Nous allons vous enterrer », ce qui traduit l'envie de Khrouchtchev de remporter la victoire de la guerre froide, non pas par l'arrêt des combats mais par la chute d'un des deux blocs, ici celui de l'Ouest. Au vers 5 et 19, donc qui sont les mêmes, Sting nous fait part de ses ressentis personnels. Les vers précédant chaque I don't subscribe to this point of view correspondent au point de vue de Nikita Khrouchtchev au vers 4 et celui de Donald Reagan au vers 18. Ainsi, Sting, le chanteur, nous fait part de ses ressentis et points de vue personnels, avec l'utilisation de la première personne « je ». Il exprime donc un désaccord, et avec les points de vue et de l'Ouest et de l'Est, tous deux destructeurs par la dite protection ou la dite destruction. Il rejette donc toute caractéristique de la guerre, de l'offensive à la défensive. C'est un point de vue pacifiste comme vu précédemment. On comprend ainsi que, ici, que les dirigeants qui se font la guerre mettant en péril le peuple, réticents, comme Sting, à l'idée de se battre et de potentiellement perdre la vie. De plus, Sting évoque que cette guerre n'est pas survenue brutalement, mais est longuement préparée. En effet, avec la comparaison du vers 4 et du vers 18, on constate que le vers 4 est conjugué au passé, donc qui évoque Khrouchtchev, et le vers 18 est au présent. Donc, bien que la menace du passé datant d'il y a plus de 20 ans est toujours une menace actuelle, avec le président Reagan qui se voit dans l'obligation de devoir protéger le bloc de l'Ouest, toujours en 1985. Les États-Unis étant la superpuissance de l'Ouest, toujours. 99 Love Balance de Nena exprime aussi cette recherche de pouvoir et d'argent, notamment du vers 25 au vers 32, où les ministres de guerre ne se comptent plus, ils sont 99. Donc, comme vu précédemment, c'est symbole un peu d'infinité. Ils se prennent pour des gens malins et flairent déjà le bon butin. Donc ils sont prêts à tout pour gagner la guerre, vaincre l'ennemi et repartir avec la notoriété et l'argent. La non-confiance du peuple est exprimée ici. Ils ne sont donc pas malins, par conséquent, et le besoin de pouvoir est explicité au vers 29, où ils appelaient à la guerre et voulaient le pouvoir. Ils sont prêts à sacrifier leur peuple dans leur profit. Pour leur profit, mais aussi à employer les grands moyens, notamment par l'envoi d'un général et d'escadrons d'avions pour sonner l'alarme, à la poursuite des ballons après leur envoi, au vers 12 et 14 par exemple, mais aussi par l'expression allumette et bidon d'essence au vers 26, qui fait référence à un incendie immense, instantané et propagateur. Pour la sous-partie sur la séparation entre l'humain et l'idéologie, nous allons citer seulement Sting avec son « We share the same biology regardless of ideology », comme cité précédemment par Malou. Donc cette dangerosité des dirigeants est aussi démontrée donc, par leur séparation entre humain et idéologie. Donc au vers 11 et 12 de Russians, We share the same biology regardless of ideology. Donc est rappelé ici le fait que nous sommes tous des humains, même si certains ont des idéologies différentes des autres. Donc communistes et capitalistes, pour la faire courte. Entre êtres humains, il est donc insensé, du point de vue de Sting, d'engendrer des milliers voire millions de morts entre êtres de la même espèce.
Cela définit la position pacifiste de Sting, rappelant notre appartenance commune à une même espèce, l'espèce humaine. Son opinion rejoint le point de vue instauré par le mouvement hippie, premièrement dans les années 1960 aux États-Unis, représentant la contre-culture. En effet, derrière les images médiatisées ou représentées à tort dans les films, les hippies n'incarnent pas des drogués ignorants, mais toute une idéologie remettant le système dans son entièreté en cause, notamment sur le principe de paix. Comme le montre le morceau 5 to 1 de 1968, ce sont eux, donc nous dans le texte, les hippies, contre eux, les forces réactionnaires, donc tout ce qui est dirigeant, tout ça, et notamment à l'époque des années 1960, voulant les envoyer à la guerre du Vietnam, massacre humain. Sting rejoint donc ce point de vue d'opposition de force. Donc nous allons voir la dernière sous-partie sur ce grand A, qui sont sur les conséquences de la guerre, bien qu'elle n'ait pas eu lieu, c'est des conséquences hypothétiques. Donc dans Cruise Missiles de Fisher Z, l'imminence et les conséquences destructrices sont évoquées. Par exemple, en voyant ce qu'ils peuvent détruire, au vers 4, les dirigeants prennent en compte la puissance de l'arme atomique et l'utilisent dans le but de dissuader l'ennemi. Ceci implique donc une escalade des tensions, chaque puissance renforçant les menaces, notamment durant la période d'écriture de cette chanson. En 1981, c'est la fin de la détente de 1975. Donc les États-Unis sont vaincus au Vietnam, les colonies portugaises sont acquises par l'idéologie communiste, et il y a aussi un choc pétrolier. C'est donc le début d'un brutal regain des tensions par l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS en 1979 pour y installer un dirigeant plus favorable au régime, le précédent étant déjà communiste. Ronald Reagan est élu en janvier 1981 et promet une lutte contre le communisme, notamment en Amérique latine. Il est né en 1911 et mort en 2004 et est le président des États-Unis donc de la période de 1981 à 1984. En 1983, il lance l'initiative de défense stratégique pour concurrencer la course aux armements engagée par l'URSS. Cette IDS consiste notamment à protéger et à prévenir d'attaques de missiles balistiques intercontinentaux par des systèmes de laser à rayons X dans l'espace. Ceci a vite été appelé Star Wars par les médias. Aussi, l'installation de missiles en Europe de l'Ouest visant l'Europe de l'Est marque aussi sa présidence en riposte à l'installation de missiles en Europe de l'Est visant celle de l'Ouest. Au vers 24, et espérer qu'elles ne finiront pas en Grèce, excusez-moi, on comprend donc une imprécision supposée des armes nucléaires. Cela rajoute un effet comique, mais les trajectoires des missiles sont plutôt précises. Ce qui représente un vrai danger inconnu, ce sont les retombées radioactives qui se déplacent aléatoirement selon le vent. Cela peut rejoindre le côté enfantin évoqué plus tôt, où les conséquences n'étaient pas maîtrisées. Enfin, l'imminence de la guerre est évoquée, toujours dans Cruise Missiles. Donc au refrain, ils ne sont pas à 10 km, et il y a aussi un rapprochement dans le temps, il ne faudra pas attendre longtemps. Et donc dans l'espace, avec les 10 km, donc les 5 miles dans le texte. Donc cela fait monter l'angoisse lors de l'écoute de la musique, et on a presque l'impression que la guerre va éclater une fois la chanson finie. Pour compléter cette sous-partie, je vais citer Neun Unendlich Luftballons, donc notamment les vers 25, 26, 30, 31 et 32, qui expliquent que les nombreux ministres de guerre sont prêts à tout, comme vu précédemment, avec la métaphore des allumettes et des bidons d'essence. Aussi, l'emploi du passé et de tout cela explique les dégâts qu'aurait eu la guerre, donc, mais qu'ont eu la guerre dans le texte. La narratrice revient donc sur les terrains de bataille post-guerre. Du vers 33 au vers 38 est expliqué l'escalade des tensions et le surarmement de chaque groupe. Toutes les années de guerre, aussi infinies soient-elles, ne s'arrêtent jamais et aucun vainqueur ne sort. Mais le monde est détruit. Seuls des perdants sortent de la guerre. Donc voilà, c'est tout pour la partie A sur la dangerosité de la guerre, des dirigeants, pardon. Et donc on va pouvoir passer à la partie B sur l'injustice sociale. La première sous-partie, donc c'est une minorité qui dirige et commande pour la majorité. Donc la minorité représente les dirigeants et la majorité le peuple. Dans Cruise Missiles, du vers 1 au vers 3,
Les commandants désignés par ils sont vus comme un groupe qui perturbe l'ordre naturel de la vie vers la mort. En effet, ce groupe est, de fait, minoritaire et donc décide du sort de la majorité populaire, en voulant indirectement accélérer leur mort en lançant cette guerre ou en rétorquant. On comprend, comme vu précédemment, qu'elle serait donc toujours désastreuse. Dans 99 Luftballons, le monde en ruine décrit au vers 33 à 40 montre que toutes les décisions sont prises par les dirigeants, comme l'envoi d'escadrons au vers 12, 13 et 14, ou le vers 30 qui montre la grandeur que prendrait la guerre, le rendant en ruine. Enfin, dans Russians, Sting précise au vers 14 et 15 que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que le président américain se voit obligé d'employer de tels mots. Aucun autre président ni personnage n'a été obligé d'en arriver là, c'est une première. C'est ici le président américain qui est cité, Reagan à l'époque. Aussi, au vers 16 et 17, toute l'histoire, toutes les guerres sont remises en cause. L'issue d'une guerre ne sera jamais la victoire, donc la défaite des deux côtés. C'est-à-dire que gagner contre l'ennemi, l'anéantir du fait de la puissance nucléaire acquise durant la course aux armements, serait une défaite. Cela est aussi caractéristique du point de vue pacifiste, ne pas faire la guerre. Ainsi, il remet en cause les discours présidentiels déclarant une victoire, tels que « nous vous protégerons » de Reagan, et demande d'arrêter ces mensonges. Sting se rattache au peuple, ici occidental, et originaire du bloc de l'Ouest, avec nous, entre guillemets, le peuple n'y croit plus, ni en la victoire, ni en la défaite. L'oligarchie y est dénoncée. Donc l'oligarchie, c'est quand une minorité dirige pour la majorité. On va pouvoir passer sur la sous-partie. Une guerre qui favorise les riches aux pauvres. Donc, Cruise Missiles dénonce directement et explicitement cet aspect d'injustice sociale. En effet, au vers 9, il y a une incertitude sur le « il » concernant les personnes construisant ou organisant la construction de bunkers. Abris anti-atomiques se multiplient, surtout aux États-Unis. L'idée que la guerre tue les pauvres et protège les riches est expliquée. Au contraire, les plus pauvres sont défavorisés et non armés pour se défendre. Est expliqué ceci au vers 11, quelques gouvernements occidentaux, dont le Royaume-Uni, ont produit massivement des manuels de conduite à adopter en cas d'attaque nucléaire, surtout dans les années 1970-80. Au vers 12, Fisher Z explique leur inutilité et inefficacité face à la puissance nucléaire. Ils ne provoqueront qu'un simple rire de désespoir. Dans 99 Luftballons, les riches sont aussi montrés comme favorisés, et ce, autant dans la protection que dans le profit. En effet, au vers 25 à 32, les dirigeants riches, comme vu précédemment par la recherche de profit personnel, cherchent l'argent et le pouvoir dans la victoire. La cupidité des dirigeants, qui se confirmerait avec une guerre, est contraire aux conséquences que la guerre aurait pour les pauvres, le peuple, autant dans la défaite sans bunker ou protection autre que dans la victoire sans bénéfice particulier. Enfin, dans Russians, le premier vers explique que le sentiment des peuples américains et européens est expliqué. J'ai mal formulé ma phrase. La chanson datant de 1984, nous sommes en pleine crise des euromissiles. Ils sont placés en Europe de l'Est ayant apporté une large partie de l'Europe de l'Ouest. Ainsi, un sentiment d'hystérie, entre guillemets, né en Europe et, par conséquent, aux États-Unis, lié par l'OTAN. Le mot hystérie montre l'exagération que prend cette crise. C'est tout d'abord une maladie ayant été longuement associée à tort au sexe féminin, durant laquelle la personne devient folle. Ainsi, le mot hystérie ici utilisé n'est donc pas la maladie forcément, mais la folie grandissante en Amérique et en Europe pour le peuple craignant d'être atteint. Donc maintenant nous allons voir avec Malo le succès de ces chansons. Voilà. Donc, en effet, ces chansons connaissent, on va dire 2 succès. Un succès immédiat d'abord, et puis un succès sur une plus longue durée, une plus longue période, jusqu'à aujourd'hui. Donc, en termes de succès immédiat, bah, on pourrait dire par exemple qu'en France, Russians est resté en 2e place des écoutes, pendant 19 semaines en 1986, donc c'est quand même, beaucoup. Et l'album Red Skies Under Paradise de Fisher Z a connu une explosion des ventes, notamment
grâce aux deux musiques qui sont appréciées dedans, très appréciées, qui sont donc Cruise Missiles et Berlin, qui évoquent toutes 2 l'actualité de la guerre froide. Ce qui montre que, le public se passionne, pour ces questions. Non pas spécialement, que c'est, on peut peut-être pas tirer un lien aussi catégorique entre, l'intérêt pour la peur d'une guerre nucléaire et le succès de ces albums, vu qu'on est également dans une période où l'accès à la musique se démocratise, que ce soit pour la produire, c'est-à-dire de plus en plus de gens qui ne viennent pas d'un milieu fermé peuvent produire de la musique, et également pour l'écouter. Avec par exemple l'apparition, des radios miniaturisées, des choses comme ça, il y a de plus en plus de gens à écouter de la musique dans ces années-là. Un petit peu avant, c'était l'époque notamment des radios pirates, alors surtout en Angleterre. Je vous conseille, l'excellent film, bon qui a été le titre traduit en français c'est Good Morning England, mais Good Morning England du coup, donc film très intéressant. Heu, donc en France par exemple, c'est, ouais plutôt dans ces années-là, 70, 80, les radios pirates, l'explosion des la diversification des émissions de radio et également du coup, des genres musicaux qui se multiplient. Vous voyez par exemple d'ailleurs que, Cruise Missiles, si vous l'avez écouté, et bah, emprunte, dans son style à la fois au reggae et au rock, avec, une ambiance, très particulière, une ambiance sonore très particulière. Et c'est des musiques qui bougent, enfin pour, Cruise Missiles et pour, la chanson de Nena, des chansons qui bougent du coup, je vous conseille de regarder, des concerts de ces époques-là. Les gens, sont, vraiment tous, motivés et alors après pour la chanson de Sting, c'est plus solennel, l'air est d'ailleurs inspiré d'une musique, soviétique des années 1930. Heu et mais dans l'ensemble, ce sont des musiques qui fonctionnent bien parce que, elles, bah, elles motivent. Il y a une sorte de joie de vivre, même si le thème abordé est assez, sinistre, en fait et c'est peut-être ça aussi tout le paradoxe de ces chansons et de leur succès. Heu Mais du coup, ce qu'on peut dire, c'est que oui, ça témoigne d'une fascination du public pour la menace d'une guerre nucléaire, essentiellement en Europe de l'Ouest, comme on l'a vu. Alors pour ces chansons, on ne sait pas trop si elles ont été écoutées dans le bloc de l'Est, encore aujourd'hui, c'est difficile à dire. L'accès aux archives et encore plus aux archives sur ces questions-là, est très délicat. Donc on peut pas dire que ces œuvres soient vraiment internationales ou universelles, malgré ce que, recherche Sting. Elle se rattache à un contexte dans le temps et dans l'espace et du coup, il faudrait pas faire de raccourcis trop évidents. Ce qu'on appelle du coup la téléologie en histoire, c'est-à-dire expliquer un événement par les conséquences qu'on lui connaît plus tard. À savoir, c'est pas parce que ces chansons sont sorties et qu'elles ont eu un succès débordant que, on a évité la troisième guerre mondiale et que finalement, c'est, les guitares, les synthés et les micros qui ont sauvé le monde. Ce serait trop beau pour être vrai, même si ça a sans doute joué pour l'opinion publique. Dans les démocraties, l'impact de l'opinion publique est assez importante, puisque justement, eh bien c'est le pouvoir, au peuple, hein, comme le comme son nom l'indique. Donc non, les tensions se «refroidissent» entre guillemets à partir de 1985. Principalement parce qu'il y a un changement de direction au sein du parti communiste soviétique et désormais il est dirigé par Gorbatchev, qui, entend, désamorcer les tensions et renouer les relations diplomatiques avec le bloc de l'Ouest. Du coup, ces chansons, sont plus,
des témoins en fait, d'une époque et on peut que les, on peut que les interpréter comme ça, c'est-à-dire, comme des témoins d'une époque en les replaçant avec un contexte, une origine sociale, géographique, heu, le fait de dire que, comme l'a dit Charles, ce sont des gens qui viennent, on va pas dire de n'importe où, mais, il y a cette idée d'injustice sociale qui est très intéressante, donc ce sont, heu, ce sont des monsieur tout le monde qui prennent la parole, monsieur et madame tout le monde du coup, qui prennent la parole pour dénoncer une situation qui leur semble insupportable et dont ils ont peur, heu, ce qui est sûr. Heu, donc ça, c'est pour le succès à court terme. J'y vois aussi un succès à long terme et le succès à long terme, c'est pour le symbole que représentent ces chansons aujourd'hui. Parce que le monde a évité la Troisième Guerre mondiale et on se souvient de ces chansons aujourd'hui. Alors, la chanson de Nena sert aujourd'hui de référence, dans la mémoire, musicale, heu, pour définir les années 80, autant que le genre, disco, par exemple. Alors il y a énormément d'œuvres qui ont utilisé cette chanson. Il y a le film, Watchmen, il y a, la série, Deutschland 83, qui utilise d'ailleurs aussi Cruise Missiles, de Fischer Z. Il y a plein de films qui, se passent ou qui font référence aux années 80, qui utilisent, ces chansons, ou du moins surtout la chanson, en allemand, heu, qui est d'ailleurs, restée numéro un des écoutes en Allemagne de l'Ouest et aux États-Unis pendant plusieurs mois. Donc, j'en arrive à la conclusion, on peut être d'accord ou pas avec ça, que, dans ces années-là, l'art et le public, à qui c'est destiné, bah, ça a une fonction. On se demande toujours si l'art a une fonction et là, l'art a une fonction, selon moi, c'est une fonction politique. À savoir, le but, c'est d'éviter la guerre. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il serait intéressant de se demander si, des chansons comme ça pourraient apparaître, réapparaître dans un pour définir notre contexte, ça, ce serait intéressant qu'on en discute, ah mais, bon, j'ai peut-être pas fait toute la conclusion, je ne sais pas. Heu, mais, bon, en tout cas, j'aimerais bien qu'on en discute après, ça pourrait donner lieu à un petit débat, rapide. À votre avis, est-ce qu'il pourrait y avoir, enfin, ou alors est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans des situations, conflictuelles ou des situations que vous connaissez, un usage de la chanson politique, heu, pour, heu pour militer, pour la paix. Oui, désolé Charles, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, bah, pas spécialement, tu as repris toutes les idées. On peut simplement, rapidement revenir sur, répondre à la problématique, du début pour conclure proprement. Vas-y. Bon, mais ça va. Hem, donc on a les chanteurs de ces chansons, qui sont tous originaires du bloc de l'Ouest. Aucun d'entre eux, ne fait partie d'une classe riche ou proche des dirigeants. Donc ils souhaitent donc représenter le peuple, hein, c'est des citoyens ordinaires. De plus, ils dénoncent et rejettent la guerre. Ils sont victimes d'injustice sociale, ainsi que de la dangerosité des dirigeants. Et enfin, ces chansons connaissent un succès de top des ventes ou encore de symboles de la période, comme tu viens de l'évoquer dans la partie 3. Voilà, voilà. Donc. Et du coup, ça permet, de dire que, c'est ça le décalage entre les dirigeants et le peuple. C'est-à-dire les dirigeants qui du coup, poursuivent la course aux armements. Surtout, les gouvernements britanniques et d'Allemagne de l'Ouest. Enfin, encore que l'Allemagne de l'Ouest a une situation, bien différente, enfin bien spécifique parce que ce sont eux qui sont les plus près d'un éventuel front en cas de guerre. Vu que l'Allemagne est coupée en 2, s'il y a des combats, ce sera,
bah, ce sera l'Allemagne qui sera touchée en premier. Du coup, c'est une mobilisation politique, mais ça montre aussi qu'on peut se mobiliser politiquement en dehors des institutions établies. Vu que ces chansons, c'est pas des commandes, heu, c'est, heu c'est, ce sont des choses qui viennent, du cœur, dirais-je, et c'est peut-être, là-dessus que je conclurai cette fantastique conférence à laquelle je vous remercie d'avoir participé, d'avoir assisté, d'être venu. Merci beaucoup à Charles qui, heu, qui a fait un travail, vraiment remarquable. Ah bah, c'est réciproque, hein. C'était assez intéressant de travailler là-dessus et de compléter nos savoirs.